Bienvenue à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous pour cette émission avec Judith, diffusée sur YouTube Première de France 24 et sur toutes les plateformes de podcast. Mes invités reviennent sur leur parcours, les changements dans leur vie, les circonstances de ces changements et leurs conséquences. Bonjour Jean-Marie Théodat, vous êtes géographe, maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et professeur à l'Université d'Haïti, chercheur, poète et écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, dont Des décombres et des hommes, aux éditions de l'Université d'État d'Haïti, 2017. Et puis également de cet ouvrage, Haïti, France, les chaînes de la dette, le rapport Mako, aux éditions Hémisphère, préfacé par Thomas Piketty. Mais avant de débuter cet entretien, vous vouliez nous parler de la situation internationale. Vous dites: «Le monde est en feu». Le monde est en feu, c'est une façon métaphorique d'évoquer à la fois le changement climatique global. On sait que nous allons vers un réchauffement de plus en plus catastrophique avec les conséquences que nous savons. Et puis, de façon beaucoup plus proche et plus urgente, l'actualité de la guerre. La guerre au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, la guerre au Congo, la guerre entre le Pakistan et l'Afghanistan. Donc, nous avons de quoi nous inquiéter sur l'avenir de notre planète. Alors pendant que la planète brûle et que nous sentons impuissants, nous allons venir à notre entretien consacré au changement dans la vie. Vous êtes né à Port-au-Prince et vous êtes arrivé à Paris à l'âge de 17 ans. Vous dites: «J'étais un jeune homme fougueux et curieux». Alors comment s'est déroulé ce départ et comment ce départ s'est transformé en exil? Alors, c'est un départ, d'un pays qui était à l'époque, un bon pays. C'était, pourtant la dictature, sous le dictateur, Jean-Claude Duvalier, le fils qu'on appelle, souvent Baby Doc, mais à l'époque, à 17 ans, nous étions quand même, ouverts à d'autres influences dans la Caraïbe. C'est le moment où Bob Marley, triomphe, à la Jamaïque et sur la scène internationale. C'est le moment où nous, dans les Caraïbes, dans les îles, on a envie de voir, le large. Donc, venir à Paris pour un Haïtien, francophone, c'était, véritablement alors, je veux dire, métaphoriquement, c'était l'Amérique pour nous, c'était le continent à découvrir et j'étais très content de faire ce voyage. Et vous êtes devenu professeur de géographie et chercheur. Alors pourquoi la géographie et quelle géographie? Alors, je fais des études, qui m'ont conduit à la géographie, mais en passant largement par l'histoire, par la philosophie, par beaucoup d'autres, disciplines, on va dire, des sciences humaines et sociales. Et ce que j'ai compris, c'est que alors que l'histoire nous divise, l'histoire est toujours un narratif, particulier, un narratif, subjectif. On peut voir les choses, de perspectives, différentes, voire parfois contradictoires. Tandis que la géographie, nous sommes obligés de voir les choses avec les mêmes lunettes. Vous voyez, le pôle Nord reste à sa position, quelle que soit l'idéologie, du chercheur. Le climat se mesure, par un thermomètre qui vous donne la température exacte, et quelle que soit, l'opinion du chercheur, le mercure, vous donnera toujours le même résultat. Et c'est pour ça que je me suis dit: «Voilà une discipline qui me permet, tout en comprenant la dynamique des sociétés dans le temps long, c'est-à-dire ce qu'on appelle leur histoire, mais par leur géographie, les peuples sont toujours beaucoup plus sympathiques». Par exemple, en France, je je me suis beaucoup plus attaché à la géographie de la France qu'à son histoire. Et donc c'est aussi une géographie de terrain? De terrain surtout, la géographie commence par les pieds, dit, un géographe célèbre, et je pense que c'est en allant vers les gens, en allant sur le terrain, en allant, heu au contact, si vous voulez, du relief, du climat, de la de ce qui fait la le lieu, si vous voulez, que l'on véritablement que l'on s'enracine dans un territoire. Alors vous êtes un vrai Parisien, mais si ce n'est plus encore un Haïtien, et vous écrivez: «La vie de chacun est une autogéographie tracée au hasard des voyages et des rencontres. La mienne est une passerelle entre racines et ancrage avec de multiples détours. Je me sens aussi bien à la maison à Paris que chez moi à Port-au-Prince.
au prince. Diriez-vous que vous avez plusieurs identités Alors, et qu'elles dialoguent entre elles avec bienveillance? j'espère ne pas avoir plusieurs identités, au sens que lorsque je me présente, aux frontières, j'ai un passeport et j'ai un visage, j'ai un nom, un prénom, si vous voulez. J'ai une identité, administrative, fixe. Mmh. Mais cette identité, c'est l'enveloppe de d'une réalité beaucoup plus complexe. Je pense que nous sommes chacun et chacune, métaphoriquement comme une poupée russe, vous savez, les matriochkas, Oui, avec, un emboîtement plusieurs couches. de couches. C'est un feuilleté identitaire qui fait qu'il y a toujours moyen de creuser, d'aller, au plus intime de l'être, mais c'est toujours la même forme qui se répète et je pense que je suis comme ça. Mais vous êtes franco-haïtien. Je suis fondamentalement, heu Comment heu, vous vous définiriez? je pense que, sans jouer sur les mots, nul ne se connaît soi-même et c'est le défi justement, de la sagesse, «Connais-toi toi-même», inscrit sur le temple de Delphes. C'est une façon de dire qu'en fait, nous ne savons pas qui nous sommes. Heu heu, je crois que hem, heu, c'est Rimbaud qui dit: «Je est un autre». Et en fait, nous essayons toujours de saisir quelque chose qui nous échappe. Donc je ne mettrai pas cette indécision, cette indétermination sur le compte, d'un simple, magma franco-haïtien. Je ne sais pas exactement ce qui restera. C'est peut-être à ma mort qu'on dira si j'étais haïtien ou français, dans le fond. C'est aux autres de juger. Mmh. En tout cas, vous êtes aussi poète, écrivain et d'une certaine manière conteur. Quelle est la place que vous accordez à chaque langue? C'est-à-dire le créole, le français, l'anglais, l'espagnol et le danois? Bon, c'est un rapport, je dirais qui est, en fonction du quotidien. Le créole est la langue maternelle, la langue, de des premières émotions, la langue, de l'échange familial, la langue de l'intimité et c'est une langue, que je n'oublierai jamais. Oui et à chaque, heu, énonciation d'un mot, c'est toute une architecture sonore qui s'ouvre et ça c'est très profond. Quand on parle la langue maternelle, on parle avec son cœur. Tandis qu'une langue apprise, c'est une langue qu'on va parler avec la tête. La langue française, par exemple. La langue anglaise, qui est une langue encore, étrangère, beaucoup plus étrangère pour moi. Le français n'est jamais une langue étrangère parce qu'on a quand même été bercé, on a chanté des comptines à l'école, maternelle, qui étaient des comptines, françaises et il y a de ce point de vue une ambivalence, Mmh. franco, créole, franco-créolophone chez nous, qui fait que nous sommes bilingues, fondamentalement bilingues. Mais avec l'anglais, l'espagnol, le danois qui sont des langues, de travail, qui sont des langues, apprises, qui sont des langues, que j'ai dû, heu et que je continue, si vous voulez, d'apprendre, dans leurs moindres détails, c'est toujours un effort. Tandis que le créole et le français, ça coule de source. Mmh. Et alors vous faites partie des nombreux écrivains et poètes caribéens qui pratiquent le réalisme magique. De quoi s'agit-il? Quelle est la spécificité de l'écriture haïtienne? La spécificité de l'écriture haïtienne, c'est d'être, je dirais, une écriture, où, à travers une langue, on entend l'autre. Les auteurs qui écrivent en français, ont il y a une il y a une, un arrière-goût sonore de créole dans la prose exprimée en français ou la poésie, d'ailleurs en Haïti. Maintenant, réalisme magique, quand on parle du contenu, c'est une façon de dire qu'il n'y a pas d'opposition entre la réalité et la réalité et là où nous sommes, le plus proches de la création occidentale, c'est à travers le surréalisme et à certains égards, on peut dire que, les écrivains haïtiens exercent, au quotidien ce que l'Europe, ou le monde occidental a a fait par un effet de mode au sortir du traumatisme de la Première Guerre mondiale, à un moment où effectivement on a touché à
une, telle, un tel niveau de violence, de cruauté et d'absurdité de la vie que cela nous a donné donc cet art, qui aspire à la démesure, à faire tomber les normes, à faire à briser les chaînes. Mais nous, en Haïti, les chaînes, les normes, nous continuons de les briser tous les jours et c'est ça qui donne, cet aspect de réalisme merveilleux. Dans des contes des Contes des Anges, vous comparez par exemple à un moment donné la lune à un pachyderme. C'est quoi ce qu'on appelle la l'audience haïtienne? Alors l'audience, c'est ce qu'on appellerait ici, heu, alors étymologiquement, c'est audience, c'est-à-dire, heu, il y a l'idée donc, d'un auditoire Ouais. avec un récitant et un public, et qui écoute. Mais la spécificité de l'audience haïtienne, c'est que ce n'est pas seulement, des contes qui sont, énoncés, mais il y a une interaction entre l'audienceur et le public. Il y a une sorte d'aller-retour qui fait que, l'audience n'est jamais terminée, elle n'est jamais fixée non plus, mais il y a quand même, des éléments, on va dire des leitmotifs qui reviennent et c'est à sa capacité à broder autour de ce leitmotiv que l'on reconnaît la valeur d'un conteur, d'un audienceur. Et donc c'est un style romanesque aussi populaire. Vous dites que la meilleure des écoles en matière de culture, c'est la rue. Oui. C'est là qu'on trouve les audienceurs. C'est là que l'on trouve, des gens assis autour, d'un jeu de cartes, autour d'un domino et pendant qu'on joue, on raconte des histoires. Autour d'un match de foot qui se déroule sous une galerie, on raconte des histoires. Donc c'est un lieu de transmission d'une culture orale et d'une joie populaire, d'un vivre ensemble, qui, a véritablement maintenu notre humanité en vie dans ce pays, confronté à tant de défis. Alors justement, comment expliquer que ce petit pays de 12 millions d'habitants, avec un taux de pauvreté et d'analphabétisme qui reste très important, soit aussi riche d'écrivains, de poètes? Comment vous l'expliquez? C'est un paradoxe, qui, Là, je vais montrer rapidement une photo quand même de Port-au-Prince. non, ça c'est le Cap-Haïtien. Ah, c'est le Cap C'est Haïtien, le d'accord, Cap-Haïtien, la pardon. cathédrale du Cap-Haïtien qui, est, l'une des plus belles, de la Caraïbe avec, cette, pierre blanche et puis cette coupole, qui se voit de loin dans la rade avec, cette ville tracée au cordeau qui est l'exemple même, si vous voulez, de ce mixte entre les origines, africaines, les origines, caribéennes et l'influence française dans cette ville qui s'est d'abord appelée le Cap Français et qui est d'aujourd'hui Le Cap la Haïtien. la 2e ville, de la République. Alors comment vous expliquez? Parce qu'en Haïti, il y a Parce autant que l'on de n'a pas besoin d'avoir le ventre plein pour être poète et parce que la joie n'a jamais, été l'ingrédient, je dirais, suffisant pour, écrire des œuvres mémorables. C'est même plutôt le contraire. Parce que placé dans, je dirais, dans ce défi existentiel où il faut, maintenir notre humanité, là où on a essayé de les aplanir, c'est pas un sursaut d'humanité. Je crois que c'est Yannick Lahens qui dit dans Passagères, de nuit qu'il y a eu, heu, chez nos ancêtres, dans le cadre de l'esclavage, un tel, un tel tri sélectif, si vous voulez, que les plus pauvres, ceux qui n'avaient pas en eux et celles qui n'avaient pas en eux assez de joie, assez d'amour, vous assez de parlez des plus poésie, pauvres. voilà, eh bien, heu tous sont morts, ont subsisté, ont survécu, ceux qui pouvaient se contenter justement de l'eau fraîche coulant dans un canal, d'une maison simple avec un toit, si vous voulez, à double pente, sous le soleil, au milieu d'un enclos et qui montre que sous ce couvert, on trouve à la fois le bois nécessaire pour la construction, vous l'avez d'un côté à droite sur la photo, mais aussi des fruitiers, l'eau douce, les pierres pour la construction, c'est-à-dire une société équilibrée, une société à la limite, de l'autarcie et qui est tout le contraire de la déshumanisation du milieu de l'esclavage. Et dans tous les pays où vous avez jeté l'ancre, Jean-Marie Théodat, vous avez beaucoup d'amis. Mais votre base de sécurité affective, est-ce que c'est pas, au fond, votre très grande famille haïtienne? Alors, lorsque je suis venu à Paris à 17 ans et qu'à l'école on nous a demandé,
de remplir une petite fiche, d'identité pour mettre donc nom, prénom, date de naissance et famille. J'étais très étonné de voir que mes camarades autour de moi, tous, parisiens, blancs, j'étais au lycée Fénelon à Paris, milieu plutôt bourgeois, heu, c'était un enfant, un frère, 2 frères et à partir de 3, c'était considéré comme famille nombreuse et ils pouvaient cocher une case. Et moi, je suis allé voir le prof, je lui dis: «Mais je n'aurai jamais assez d'espace pour mettre, tout le monde». Mais il m'a dit: «Mais vous êtes combien dans la famille?» Alors j'ai commencé à énumérer mes frères. Nous sommes, 3 de la même mère, mais nous sommes 6 si je compte, mes, frères et sœurs d'un autre lit et j'ai commencé à mettre mes oncles, mes tantes, j'en ai une dizaine et mes cousins. Donc au fond, j'avais une cinquantaine de noms à mettre et le professeur m'a dit: «Mais non, ici la famille ce n'est pas ça». Donc nous utilisons le même mot, famille se dit Ça famille recouvre pas la même en créole, chose. mais ça ne recoupe pas du tout la même réalité. Et la relation que j'ai avec mes cousins, avec mes cousines, est une relation très fraternelle. Une relation qu'on ne trouve peut-être même pas chez de vrais frères en Haïti ou ailleurs dans le monde. Donc Et alors les liens du sang sont très importants. et donc on y vient au lien du sang, vous parlez de votre famille et de votre mère qui tient une place centrale, Jean-Marie Théodat. C'est une qualité Ah! exceptionnelle. Simone Lafont, Simone Lafont, le potomitan de ma vie. Potomitan, c'est les femmes qui sont les clés de voûte en Haïti et Absolument. c'est la poutre qui tient la maison, C'est Potomitan. c'est l'architecture centrale, c'est la tête, c'est le cœur, c'est la poitrine, c'est aussi, les yeux qui transmettent, cette humanité et ça va faire, ce mois-ci, dans 8 jours exactement, 12 ans, heu 14 ans qu'elle est morte. Elle est morte en 2012, mais ça a été, le pour moi le privilège d'être, le fils, d'une femme, d'une grande noblesse, d'un grand courage et qui m'a vraiment apporté beaucoup d'amour. Et qui était également couturière. Ah, c couturière toute sa vie et vous la voyez ici, j'allais dire au volant de la machine Adler parce que c'était vraiment on dit machine en créole, mais la machine, c'est aussi la voiture parce que c'est avec ça qu'elle a conduit toute notre vie. Avec ça qu'elle a construit cette famille. Ce n'était pas seulement une machine, c'était aussi un mari. Elle disait d'ailleurs: «Mon vrai mari, c'est ça». Et avec, cette machine Adler, elle nous a nourris, logés, blanchis et vous voyez derrière également mon oncle, Roger, Qui est à là? l'âge de sa retraite, qui a travaillé, aux États-Unis et qui est venu vivre ces dernières années auprès de sa sœur, de la Benjamine. Donc ce sont, heu, pour moi deux élé c'est la photo racine, avec la machine qui a assuré le substantiel, la mère qui est à la fois l'amour, le cœur, l'oreille et les yeux et puis l'oncle qui a été une, présence, paternelle très importante pour moi. Alors Haïti a une histoire glorieuse. C'est la première république où les esclaves ont conquis en 1804 par la force leur indépendance. On dit souvent la première république noire Oui. et Aimé Césaire a dit que Haïti est le pays où la négritude s'est mise debout pour la première fois, avec l'idée que la négritude, c'est cette, humanité qui est née, heu, en Amérique, dans le Nouveau Monde, comme conséquence, de la traite, de la colonisation et surtout de l'esclavage. Haïti est le premier pays à avoir dit non à ce système auquel étaient quand même soumis des millions d'hommes. Il faut rappeler que 11 à 12 millions de personnes ont été arrachées du continent africain pour être acheminées, en Amérique, pour travailler sur des plantations dans la Caraïbe, au Brésil, dans le sud des États-Unis et Haïti était un espace central. La première, re on l'appelait la perle des Antilles, c'est-à-dire la colonie qui rapportait le plus à la France. Un quart des recettes fiscales de la France sous Louis XIV venait de cette colonie de Saint-Domingue. Donc c'est ici que la pression de l'économie esclavagiste était la plus forte. Et c'est ici qu'elle a pété. C'est ici que les chaînes se sont rompues et que des hommes se Mmh. sont
cour Et donc Toussaint Louverture, esclave affranchi, devenu général, mort en captivité en 1803, est le héros de la Révolution haïtienne. Mais c'est Jean-Jacques Dessalines, qui est devenu son lieutenant, qui proclamera le 1er janvier 1804 l'indépendance. Pour Haïti, cette histoire, elle reste toujours vivante? 200 ans dans la vie d'un peuple, c'était hier. Surtout que nous avons commencé, si vous voulez, à écrire notre histoire à partir de ce moment-là. Et on peut dire que 220 ans après cette indépendance glorieuse, Haïti n'a toujours pas trouvé, son cap, hein. On cahote encore un peu. Le chemin n'est pas encore, totalement aplani parce que les principes que ces hommes, heu, voulaient défendre continuent encore aujourd'hui d'être bafoués. C'est-à-dire principe de liberté. C'est en Haïti, avec Toussaint Louverture, que la liberté est devenue véritablement universelle, par la Constitution de 1801, qui proclame l'abolition de l'esclavage et l'égalité des hommes, indépendamment de la couleur, de l'origine, du sexe, et c'est très important. Nous sommes la première nation à proclamer l'égalité universelle. Et c'est ça, l'apport d'Haïti à l'histoire du reste du monde. Mais cependant, cette liberté, elle est aujourd'hui bafouée, dans son berceau même. L'égalité aussi est bafouée entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, entre les riches et les pauvres, entre les mulâtres et les noirs. Et Haïti continue d'être traversé par ce clivage du colorisme qui n'a plus sa place aujourd'hui. En fonction de la couleur de la peau, on peut savoir Vous appartenez? à quelle classe vous appartenez. Mmh. Ça, c'est une tare de l'époque de la colonisation. Et quant à la fraternité, malheureusement, force est de constater que dans ce pays qui a le premier fait de la traite et de l'esclavage un crime contre l'humanité, aujourd'hui, vous avez des bandits qui vivent, Les gangs? des gangs et des bandits, des gangsters, des kidnappeurs qui ont fait du trafic humain un moyen lucratif de gagner leur vie. Donc, c'est un pays de paradoxes. Les premiers à avoir aboli l'esclavage, mais les premiers aussi à en faire un commerce moderne. Et c'est dans ce paradoxe que Haïti vit malheureusement. On va y revenir avec 8 000 morts l'an dernier d'ailleurs, en raison de ces gangs et de cette mafia. En 1825, hein, sous Charles X, la France, pays colonisateur, a imposé en échange de la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti, puisqu'on parlait de son indépendance, le paiement d'une dette de 150 millions de francs or, au moins 525 millions d'euros aujourd'hui. Et comble du comble, cette dette qu'on peut appeler rançon incorporait le prix des esclaves. Alors, c'est le paradoxe du versement d'une rançon par le vainqueur au vaincu. En principe, Haïti, sorti vainqueur de la bataille de Vertières de 1803, qui marque la fin de la colonisation française, aurait pu exiger de la France des dédommagements pour l'esclavage qui a duré plus de 2 siècles, pour les dommages qui ont entraîné, il y a eu quand même plus de 300 000 morts pendant cette guerre qui a duré plus de 10 ans, pour ne rien dire des dégâts matériels. Or, c'est l'inverse qui s'est produit. Parce que Haïti n'étant reconnu par personne, ni par les États-Unis, ni par les Anglais qui nous ont pourtant vendu les armes et les munitions nécessaires à cette libération, ni par l'Amérique du Sud de Bolivar, que nous avons pourtant aidé dans sa guerre contre la colonisation espagnole. Donc Haïti n'étant reconnu par personne, a dû verser cette rançon de 150 millions de francs or à la France pour être reconnue comme une nation libre et indépendante. Mais ces 150 millions de francs or qui correspondent, si vous voulez, en poids constant à l'équivalent de 500 millions donc, Aujourd'hui. d'euros aujourd'hui, c'est sans compter les dommages et intérêts, sans compter l'argent que que cette somme aurait pu produire. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des calculs un petit peu plus alambiqués, c'est le cas par exemple de Thomas Piketty, on frôle aujourd'hui la centaine de milliards de dollars. Bon, ce n'est pas tant par le nombre, par la valeur qu'il faut être impressionné, mais par le concept de justice réparatrice. Avec un tel dommage, avec un tel boulet, Haïti ne pouvait pas décoller. Donc ça a entravé cette dette que vous appelez rançon durablement le développement d'Haïti. Cela a lourdement hypothéqué la capacité de ce pays à sortir de l'esclavage. Parce que pendant plus de 100 ans, les paysans vont devoir travailler pour dédommager leurs anciens maîtres. Il y a
quelque chose de paradoxal, alors que c'est l'inverse qui aurait été logique. Mmh. Et c'est précisément pour inverser le cours des choses qu'aujourd'hui Haïti demande pas seulement réparation pour faits d'esclavage et de colonisation, comme le font tous les autres peuples afrodescendants, mais simplement restitution d'une rançon qui était indue. Et c'est toute la différence. Et est-ce que Haïti n'a pas été, victime également de son histoire, glorieuse, mais si terrifiante pour, les pays esclavagistes, coloniaux? Par exemple, le sénateur américain de Missouri, Thomas Benton, dit en 1804, il exprime ses craintes au Congrès américain: «La paix de 11 États de notre Union ne saurait tolérer qu'une insurrection victorieuse de nègres porte ses fruits». Bien sûr. Haïti a vécu jusqu'en 1825 et c'est pour ça que 1825 est une césure importante. Et c'est pour ça que pour les Haïtiens, euh, il y avait une urgence existentielle à obtenir cette reconnaissance parce que aucun autre pays n'a vu d'un bon œil la Mmh. proclamation de cette indépendance haïtienne, ni même ceux que nous avons aidés, les Sud-Américains avec Bolivar, parce que dans tous ces pays, il y avait encore des esclaves. Ouais. En Amérique du Nord, pour ne rien dire de la Caraïbe, pour ne rien dire de l'Amérique du Sud. Et donc, l'existence d'un État noir, libre Mmh. et indépendant Plus jamais ça, était pour un ces peuples-là. scandale. Il fallait, on attendait surtout que cette indépendance tombe comme un fruit mûr. Et c'est pour ça que dans toutes les chroniques de l'époque, on évoque les difficultés qu'a ce pays à se trouver un gouvernement. On caricature volontiers Dessalines, Christophe en roi nègre, et les illustrations racistes ne se sont pas gênées à l'époque. Il faut attendre des gens tels que Victor Hugo avec Buck Jargal et Lamartine pour, dans sa pièce, donc Toussaint l'Ouverture, pour voir en France des gens d'une certaine hauteur intellectuelle porter un regard sympathique sur la révolution haïtienne. Et alors on a parlé des dictatures, vous avez connu celle des Duvalier, des fameux tontons macoutes. Ensuite, il y a eu les coups d'État, militaires et aujourd'hui, on parlait de l'emprise des gangs avec 8 000 morts, l'an dernier, des milliers de kidnappings. Comment vous expliquez l'effondrement de l'État? Comment il s'explique cet effondrement de l'État haïtien? Alors, on peut trouver à la fois des, facteurs, internes et des facteurs externes. À l'interne, je pense que, et ça c'est une opinion personnelle, la décision prise en 1995 de dissoudre l'armée d'Haïti, Ça, c'était Bertrand Aristide qui avait Bertrand augmenté la décision de traître. Jean-Bertrand Aristide, parce qu'il avait lui-même été victime d'un coup d'État. Il s'est dit donc, en cassant l'outil, on va faire disparaître, la fonction. Or, c'est exactement le contraire qui s'est produit. À partir du moment où l'État a perdu le monopole de la violence légitime, cette violence s'est trouvée illégitime et distribuée en des mains multiples. Il y a une sorte de dilution de la fonction régalienne de la sécurisation de la population et à partir de ce moment-là, on n'a plus de contrôle. Deuxième élément, c'est que, ce terrain a été, utilisé de façon, extrêmement opportuniste par les gangsters, par les bandits qui, n'avaient plus qu'à, mettre de l'huile dans les rouages pour pouvoir fonctionner. Et eux, ils sont liés au trafic de drogue. Haïti est une plaque tournante. Et qu'est-ce que fait l'administration américaine pour lutter contre la drogue en Haïti, alors qu'elle prétend lutter contre ce fléau? Géographiquement, Haïti est devenu un trou noir dans la Caraïbe avec, si vous voulez, son rôle, de passerelle entre les principaux pays producteurs, c'est-à-dire la Colombie, le Pérou, la Bolivie en Amérique du Sud et le principal pays consommateur, c'est-à-dire les États-Unis. La drogue passe soit par l'isthme centra-américain en utilisant les circuits, terrestres dominés par des cartels, notamment un cartel mexicain, soit par les Caraïbes et Haïti est véritablement au cœur de ce dispositif. On dit que peut-être un quart de la cocaïne qui entre aux États-Unis transite par Haïti et quand on sait le volume que ça représente, c'est à peu près 100 milliards de dollars, toutes, catégories confondues. Donc ce sont des associations criminelles qui ont des moyens puissants, capables de corrompre, les, les 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 autorités les plus élevées d'un État et c'est pour cela qu'on peut dire que l'État s'est effondré
mais par une sorte de pourrissement intérieur, par une gangrène qui a progressivement, percolé à travers, les, les rouages de l'administration et parfois jusqu'au sommet de l'État. Et on dit que le sort s'acharne sur ce petit pays en raison des cyclones, des tremblements de terre, des crises politiques, mais c'est un peuple extrêmement courageux et on l'a vu lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010 qui a fait 200 000 morts selon les différentes estimations. Alors où en est aujourd'hui la reconstruction? Alors, malheureusement, c'est une catastrophe, historique. Là, on voit les stigmates. Ici, on voit ce qui reste d'un immeuble qui s'est effondré à Delma, qui est, dans le faubourg, nord-ouest de Port-au-Prince, et 200 000 morts, et disparus, des dégâts estimés à plus de 10 milliards de dollars. Et depuis, c'est-à-dire 15 ans plus tard, on trouve encore aujourd'hui à Port-au-Prince, des immeubles, fracassés comme, celui-ci, abandonnés et qui n'ont toujours pas été, reconstruits. Le centre-ville de Port-au-Prince, est devenu une immense dent creuse parce qu'en plus, de n'avoir pas été rebâti aujourd'hui, les bandits, font régner, la terreur dans ces parages. Donc, et puis il y a eu de nombreux scandales. L'argent de la reconstruction s'est envolé comme, hem Ouais, Niort, ouais, l'aide internationale et d'ailleurs dans le documentaire «Assistance mortelle» de Raoul Peck, tout à on fait. voit un Haïtien qui a tout perdu, sa famille, sa maison et alors il dit: «Je ne suis pas fâché, c'est la volonté de Dieu, c'est une belle expérience», alors que c'est un champ de ruines autour de lui, car ça va nous permettre de recommencer à zéro. Ben, je pense que l'espoir fait vivre et en Haïti, à moins d'espérer, je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir et probablement il n'y croit pas lui-même, mais heu, la foi fait vivre et je pense qu'Haïti est un exemple même, de l'importance de la foi dans, la dans l'industrie du courage. Ouais, tu lui il se met du baume au cœur et l'aide internationale est très importante, mais on voit, elle est ambiguë. Elle permet pas, le développement autonome du pays. Elle est en partie, détournée. Alors est-ce que finalement c'est pas, seulement l'éducation qui pourrait aider, le pays à s'en sortir? Alors l'humanitaire, c'est bien parce que cela permet quand même, dans l'urgence, de vérifier l'humanité du monde, Donc l'humanité des autres et en France, il y a eu, un élan, d'empathie, extraordinaire et c'est là que moi je me suis senti justement appartenir, à un même peuple. Parce que j'étais en France lorsque le tremblement de terre s'est produit et donc vous êtes rentré en et je suis Haïti. rentré en Haïti et pour m'accompagner, c'est l'empathie de toute l'université, de tous mes collègues, de tous mes amis, de toute ma famille qui, qui m'a accompagné et on se rend compte qu'aujourd'hui, heu, le monde regarde Haïti avec, un certain ressentiment. Le sentiment que l'argent qui a été donné n'a pas été utilisé à bon escient. Le sentiment que c'est un pays abonné au malheur et que donc, heu, À quoi bon? à quoi bon? Finalement et à certains égards, on peut dire qu'en Haïti, l'humanitaire a a a eu raison de l'humanité. Mmh. Parce que les excès, les débordements, le gaspillage parfois, des fonds qui ont été alloués, heu, ont tendance à occulter, à faire oublier le dévouement, l'engagement, l'empathie et l'amour de certains et de certaines personnes et qui continuent encore aujourd'hui, loin des caméras, loin de l'actualité, d'aider ce pays. Donc je ne cracherai pas dans le pot en disant que l'humanitaire est une mauvaise chose, mais je dirais seulement que l'humanitaire n'est pas une fin en soi. Ouais. Il faut que l'État prenne sa responsabilité. L'humanitaire doit nous aider dans l'urgence, mais au quotidien, c'est à l'État de prendre le relais. D'autant que cette aide ne se fait pas sans condition. La situation, dramatique d'Haïti explique aussi l'importance de la diaspora. 85 des Haïtiens titulaires d'un diplôme supérieur à une maîtrise vivent et travaillent à l'étranger, qu'elle soit en France, au Canada ou en République dominicaine. Quels sont les liens de cette diaspora avec la mère patrie et où en est-on des relations difficiles avec le voisin Saint-Domingue? Alors, les liens sont multiples. Il y a d'abord un lien financier.
La diaspora, c'est 4 milliards de dollars de transferts financiers par an vers, la famille. C'est, la première source de revenus du pays, hein, bien davantage que les investissements directs, de l'étranger, bien davantage que l'aide publique, au développement, bien davantage que le tourisme, bien davantage que l'agriculture. Donc c'est un lien organique, un lien nourricier. Il y a le lien avec la langue aussi. Les 2 langues, par le créole, par la musique, par l'écrit, la littérature. Aujourd'hui, on ne compte plus le nombre d'écrivains haïtiens installés à l'étranger. Mackenzie Orsel, Louis-Philippe d'Alembert, heu, Stéphane, Martelly et Jean d'Amérique. C'est-à-dire nous avons une, un disque dur, si vous voulez, nous avons plusieurs disques durs disséminés à travers le monde et qui, entretiennent donc, un lien très, très, très fort avec, la culture vivante du pays et ce sont des éléments qui nourrissent notre, notre littérature, notre musique, notre façon même de voir le monde et avec la République Ouais. dominicaine, c'est une relation un peu plus tendue parce que, comme vous le savez, Haïti se présente au reste du monde comme, la première nation noire, la fille aînée de l'Afrique, pourrait-on dire fièrement, tandis que la République dominicaine se présente comme la fille aînée et la fille aimée de l'Espagne. Première église catholique du Nouveau Monde, première université, première rue, première nation, heu heu, qui s'identifie comme chrétienne, blanche et occidentale dans le monde. Donc, il y a là je dirais, une Versus. contradiction d'image. Même si dans le fond, les Haïtiens et les Dominicains partagent, un une culture, il y a même une empathie très forte entre les 2 peuples, mais c'est souvent contradictoire. C'est une relation de «je t'aime, moi non plus». C'est un peu comme les Belges et les Français, plus on est proche, plus on a tendance à se chambrer, en fond. Et alors cette incertitude sur l'avenir entre les cyclones et les tremblements de terre, est-ce que ça explique la sagesse philosophique des Haïtiens et plus généralement des Caribéens de profiter de l'instant et d'embellir la vie par les contes et les croyances? Vous, vous parlez de résilience. Je pense que c'est une forme aussi de conscience, d'éveil. On peut parler de sagesse, au sens que notre expérience du monde, notre expérience de la douleur, notre expérience des situations limites, je pense à l'esclavage parce que c'est ça que nous avons en commun dans cette région. Mmh. Nos origines africaines aussi, c'est ça que nous avons en commun. Ces expériences limites nous ont obligés à produire une joie en contrepartie de la douleur, à produire une musique, à produire une littérature, à produire une peinture qui fasse mentir la déshumanisation à laquelle nous étions, soumis et là encore, je repense à Yannick Lahens qui, dans, ses Passagères de nuit, raconte l'histoire, de ces kalendas, de ces moments kalanda qui veut dire carnaval, en fait, qui sont de véritables moments où on se recharge les batteries et je pense que cette joie ne doit pas faire, heu, ne doit pas faire, illusion. Elle elle est la contrepartie d'un désespoir, la contrepartie des défis auxquels nous étions confrontés. Ce n'est pas une joie légère, c'est une joie profonde D'où et l'importance aussi du vaudou, par exemple? d'où l'importance du vaudou. Ce sont des, je pense qu'à travers le vaudou, du point de vue de la spiritualité, à travers la musique, à travers la cuisine, à travers les contes, la tradition orale, nous avons défini une sorte de technique de salut globale qui, organiquement, a produit cette joie. Parce que nous ne pouvions pas construire, sur les larmes. Nous ne pouvions pas construire il n'y a pas d'humanité possible, si vous voulez, heu dans les ténèbres de la colonisation et de l'esclavage et je pense que lorsque l'on a été soumis à ces épreuves, extrêmes, on est obligé de produire un sursaut d'humanité. Donc un surcroît de joie, Mmh. un surcroît de poésie, un surcroît de sagesse et c'est ça qui donne au peuple de la Caraïbe, cette résilience qui est admirable. Et cette, précarité de la vie et la pauvreté,
Est-ce que ça s'explique pas en partie l'appétence est-ce que ça elles expliquent pas en partie l'appétence populaire pour la loterie, par exemple, pour les défis sportifs, afin d'oublier la réalité? C'est, vous savez, au temps de l'Empire, à Rome, on disait: «Le peuple, il lui fallait du pain et des jeux» et je pense que nous sommes faits de la même pâte et on aime le football, on aime, les défis sportifs de façon générale et puis il y a cette cette foi en l'avenir. On tente sa chance, on se dit que plus la situation au quotidien est désespérante, plus on a de chances justement, de s'en sortir. Parce que c'est au moment où la nuit est le plus sombre qu'il Il va forcément y avoir une lumière, va forcément y avoir de la lumière. c'est pas sûr. Vous parliez de football, vous êtes un grand amateur de football? Je suis joueur moi-même de football. Je suis défenseur latéral et je continue à mon âge canonique, de défendre mon équipe. J'adore le football. C'est une discipline, c'est un art, de vivre parce que c'est un sport d'équipe. C'est un sport d'équilibre, d'adresse et c'est un sport qui entretient, si vous voulez, une certaine flamme, agressive qui est nécessaire pour affronter la vie. On ne peut pas on ne peut pas se laisser porter, si vous voulez, par la vague. Le football, c'est un engagement vers l'avant et j'aime ça. Et vous jouez en France aussi bien qu'en Haïti? Bon, je ne joue plus en Haïti parce que ça fait maintenant 6 ans que je ne suis plus au pays, mais tant que j'étais au pays, je jouais, j'avais la chance d'avoir un terrain de football à côté de la maison. Je jouais avec mes nombreux cousins. On entretenait, donc une certaine, une certaine ferveur sportive et à Paris, je joue avec, mes étudiants, avec des collègues, on se retrouve sur des terrains le dimanche pour jouer et c'est très important. Et vous diriez que le football, c'est surfer sur la vague? Le football, c'est surfer sur la vague, si on pense au Brésil, mais c'est aussi avoir les pieds, c'est avoir des crampons et s'accrocher au terrain et l'idée d'être cramponné quelque part, sur un terrain bien Elle est bien en bien prise avec le sol. bien en prise avec le sol, c'est important pour moi. En tant que défenseur surtout. On doit toujours avoir au moins un pied collé sur le terrain, sinon les 2 pieds en l'air, c'est carton rouge. Merci infiniment Jean-Marie Théodat d'être venu nous voir. Merci à vous C'était un et plaisir. merci à vous toutes et à vous tous d'avoir, suivi, cette émission et on se dit à très vite.